Merci Ursula, bonjour tout le monde. Je suis heureux de terminer cette journée de présentation. J'espère que vous n'en avez pas trop eu et que vous êtes prêts à endurer peut-être encore un petit 30 minutes. Ça, c'est ouvert? OK. Alors, encore une fois, merci au Fonds forestier régional de m'inviter finalement à présenter les résultats de recherche sur l'impact de la coupe de récupération sur la biocénose des brûlés récents. Alors évidemment, premièrement, peut-être le terme biocénose, c'est peut-être un terme qui accroche, peut-être qu'on ne sait pas tous qu'est-ce que ça veut dire. La biocénose, finalement, c'est un mot qui vient juste définir l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans un milieu. En l'occurrence ici, les brûlés récents. Alors, c'est des travaux qui ont été faits en collaboration étroite avec Christian Hébert, Hermias Azeria, Olivier Jeffrey et Éric Bose. Les feux de forêt constituent la perturbation naturelle majeure en forêt boréale, celle qui va amener un renouvellement finalement des écosystèmes. À titre d'exemple, en 2005, c'est 250 000 hectares de forêt qui ont brûlé au Québec. 250 000 hectares, ça représente une bande de 5 km de large entre Chicoutimi et Montréal. Ça vous donne une idée à peu près de l'ampleur que la perturbation peut avoir dans le milieu, puis du nouvel habitat qui est créé de cette manière-là. Évidemment, ça apporte plusieurs opportunités pour plusieurs types d'insectes et d'autres organismes également. Mais entre autres des insectes qui sont sensibles à l'apparition de bois morts ou d'arbres qui sont en train de mourir. Alors, plus on va retrouver de ce bois-là, plus ces insectes-là vont s'y retrouver. J'utilise le mot insecte ou espèce saproxylique. C'est pour définir un groupe d'espèces qui dépendent du bois mort pour au moins une période de leur cycle vital. Alors, pour quelques-uns, c'est le développement des œufs qui va se faire à l'intérieur des tiges, consommation du xylème ou le cambium. Pour d'autres, c'est pour les champignons qui vont se retrouver à l'intérieur de ça. Puis pour d'autres, c'est des prédateurs qui vont consommer d'autres insectes ou animaux qui vivent à l'intérieur de ça. Mais sont intimement associés au bois mort pour une période de leur cycle vital. Évidemment, avec les coupes de récupération, là, on vient soustraire la portion bois mort de cet élément-là du paysage, en tout cas une partie de cet élément-là. Alors, on peut se questionner sur le devenir des espèces saproxyliques. Déjà en Europe, il y a plusieurs espèces saproxyliques, des insectes notamment, même on a une liste juste pour les coléoptères saproxyliques qui sont sur la liste rouge des espèces menacées. Alors, il y a un intérêt, il y a un questionnement à se poser à propos de ces espèces-là, si on pourrait être en voie de faire un scénario comparable actuellement, en récupérant trop peut-être les aires brûlées. Au Québec, les insectes saproxyliques vont rechercher cet habitat-là brûlé où on va avoir du nouveau bois mort, mais le gouvernement, d'un côté, va développer également des plans d'aménagement, des plans spéciaux d'aménagement, pour faire en sorte que et de demander aux bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier d'aller récupérer le bois qui a une valeur commerciale dans ces perturbations-là. Donc, on peut voir ça un peu comme une espèce de compétition entre la société québécoise qui veut aller chercher cet habitat-là et un groupe d'organismes qui exploitent également cet habitat. Encore une fois, en 2005, 20% du bois qui a été récolté au Québec provenait des aires brûlées. Alors, c'est une contribution qui est majeure dans ce cas-là. Pour essayer de baliser un peu cette apparente compétition entre, on va dire, la société et ces groupes d'organismes saproxyliques, il y a un document qui a été mis en place par le MRNF en 2011 et qui vise un peu à baliser ces approches-là. Antoine Nappi, qui était présent ici tout à l'heure, a contribué grandement à ce document. Ça identifie les enjeux qui sont présents au sein des brûlis récents et également les orientations
vers lesquels on pourrait s'orienter et faire un aménagement qui va tendre vers des aménagements qu'on dit écosystémiques. Ce document-là est basé sur plusieurs travaux scientifiques qui portent à la fois sur les oiseaux, les insectes, les sols, l'eau, la régénération naturelle. Alors, plusieurs angles d'attaque ont été explorés à travers ces travaux-là. Mais évidemment, il reste encore bien des lacunes de connaissances qui font en sorte que plusieurs des recommandations, notamment au niveau des aires à récolter, des superficies, de la façon d'organiser le territoire, restent basées sur des principes de précaution. Et à travers notre travail, on vise à développer, au final, la production d'une grille d'aide à la décision qui va nous permettre de mieux récolter ces forêts-là et basée sur ces nouvelles connaissances. Dans ce projet qui a été financé, on a étudié 3 aspects dans tout ça. Vous comprenez que ces aspects-là peuvent peut-être, au fur et à mesure que je vais les présenter, vous apparaître un peu décousus, un par rapport à l'autre, mais ils s'imbriquent tous à l'intérieur d'un casse-tête qui vient améliorer nos connaissances pour, au final, peaufiner finalement notre recherche, notre compréhension de ces habitats-là et des insectes et des animaux qui sont présents. Alors, le premier aspect, c'était de déterminer si les espèces d'insectes associés aux brûlis répondent à la quantité de bois mort. Le deuxième aspect, de déterminer la valeur écologique des arbres morts de petit diamètre pour les insectes associés aux brûlis. Et le troisième aspect, de caractériser les communautés d'insectes associés aux brûlis et l'abondance du picador noir le long d'une chronoséquence après feu, couvrant 15 ans en pessière noire. Alors, pour le premier aspect, qui était la réponse des insectes saproxyliques à la quantité de bois mort, on a utilisé non pas des sites qui avaient brûlé, mais plutôt des sites en forêt verte, en forêt non brûlée, sur les territoires de Harbec, près du camp Lisette. On a établi là-dedans 4 blocs de 300 mètres par 300 mètres où on a créé du bois mort. On est dans un endroit où on est dans de la forêt vivante, des arbres autour de 70 ans, donc des peuplements qui ne sont pas sénescents puis qui n'ont pas nécessairement une grande quantité de bois mort qui est présent naturellement dans ces habitats-là. Et on a nous-mêmes créé le bois mort par annelage des arbres. Alors, on a effectué 5 traitements. Un traitement où il n'y a aucun arbre d'annelé, 0 bois mort. Ça se trouve être un peu le témoin dans tout ça. 25 mètres carrés, donc une parcelle de 5 mètres par 5 mètres, 100 mètres carrés, 625 mètres carrés et 2500 mètres carrés qui ont été annelés. Alors, rapidement, ça ressemble à ça, une parcelle où on va anneler des arbres, évidemment quand c'est une petite parcelle. Quand c'est des parcelles de plus grande dimension, je vous présente une image grand angle où on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'arbres d'annelés sur une surface de 50 mètres par 50 mètres. On a disposé là-dedans 3 types de pièges. Des pièges multidirectionnels, des pièges à impact. Les insectes volent dans l'habitat forestier, se heurtent contre des panneaux de plexiglas, tombent dans une espèce d'entonnoir et finalement aboutissent dans un pot collecteur. C'est ce qu'on voit à gauche. À droite, au centre, c'est un peu le même principe, sauf que ces panneaux de plexiglas-là, qu'on voit difficilement, c'est juste au-dessus de la structure noire, l'entonnoir du piège, ces panneaux plexiglas-là sont placés contre le tronc des arbres. Donc, on espère avec ça attirer davantage les espèces qui vont vers les troncs, se poser ou circuler à proximité des troncs d'arbres. Encore une fois, ça aboutit dans un pot collecteur. Et au final, on a installé 1 an après l'annelage des arbres, donc les arbres sont morts, ils ont été colonisés partiellement par les insectes saproxyliques. Et là, on a encagé une section du tronc pour pas que les insectes puissent sortir. Ils vont sortir du tronc, mais là, ils vont se trouver être dans une cage métallique et ils vont aboutir dans des pots collecteurs qui sont placés au bas de l'arbre. Ça nous permet d'évaluer la vraie colonisation par les insectes, pas juste les insectes qui circulent entre les arbres. Au total, dans ce projet-là, c'est 90 000 coléoptères qui ont été ramassés et identifiés. Moi qui est ornithologue de premier point, ça nous fait un set de données qui est pas mal plus long à ramasser. Ben, pas d'aller les chercher sur le terrain, mais de les identifier par la suite. Alors, des résultats pour nos premiers pièges, qu'est-ce que ça nous donne? Vous avez ici, ce qui est exprimé, c'est la richesse spécifique. Alors, c'est la quantité d'espèces qui étaient retrouvées dans l'axe des Y. Alors qu'en bas, c'est les traitements de 0 bois mort, 0 mètre carré de bois mort jusqu'à 2500 mètres de bois mort.
Ce qu'on constate avec ça, c'est qu'on a une augmentation de l'abondance, parce qu'on a fait aussi avec l'abondance, ça donne à peu près ça donne le même genre de courbe, et de la richesse en espèces de Coléoptères saprodiliques dès qu'on fait apparaître du bois mort. Alors on voit que ces espèces-là augmentent subitement dès qu'il y a du bois mort qui est présent. Ce qu'on constate cependant, puisqu'il n'y a pas de différence significative entre les 4 traitements où il y a du bois mort, on constate qu'on atteint un plateau rapidement et que finalement, on se constate que les insectes saprodiliques sont très efficaces pour détecter la présence de bois mort dans l'environnement, qu'il y en ait peu ou beaucoup. Maintenant, les pièges qui ont permis de voir la colonisation comme telle des tiges. On a déroulé ici là, le grillage par-dessus un de ces pièges-là. Vous voyez comment l'écorce peut avoir été soulevée, brisée par tous les scolites qui ont notamment colonisé ces arbres-là. Encore une fois, on voit qu'on a beaucoup de la richesse. Dès qu'on a des arbres morts, on voit apparaître une grande quantité d'espèces d'insectes saprodiliques. On voit encore là que ça plafonne en termes de quantité d'espèces, mais résultat intéressant, c'est qu'à notre plus grande surface, là, on a une réduction du nombre d'espèces par arbre. Ça nous amène à comprendre que, à un moment donné, l'habitat devient, le nombre d'insectes vient à saturer, puis on ne peut pas coloniser autant de surfaces ou d'arbres morts qu'il y a encore qui sont présents. Alors, globalement, en résumé pour ce projet-là, les Coléoptères saprodiliques sont très efficaces pour trouver les arbres morts. On voit donc qu'on ait un arbre, une tige naissante qui meurt dans un peuplement, qu'on en ait plusieurs, ces arbres-là vont être trouvés. La ressource devient rapidement surabondante. Juste avec 50 mètres par 50 mètres, là, ça nous a amené à observer une diminution du nombre d'espèces qui colonisaient chacun des arbres. Peu d'insectes, ça c'est j'ai moins abordé ce volet-là, mais peu d'insectes qu'on a retrouvés dans ce bois mort-là étaient des insectes typiquement associés au feu. Ça c'est très intéressant, voire même perturbant dans un certain point. Ça nous indique que le feu génère des conditions qui sont particulières et qu'il y a des insectes qui ne sont pas seulement opportunistes à trouver du bois mort, il y en a qui recherchent du bois mort brûlé. Donc ça, c'est une différence qui est notable à comprendre. Là. Deuxième aspect de ce projet-là, c'était d'examiner la valeur écologique des arbres, des arbres morts de petit diamètre. Compte tenu de difficultés de trouver un feu récent à proximité, accessible au moment où le projet a été financé, on a utilisé un set de données qu'on avait déjà travaillé dans un FQRNT précédent et qui nous a permis d'explorer cet aspect-là des petits diamètres avec les insectes saprodiliques. La question, c'est, dans le fond, est-ce que les arbres de petits diamètres peuvent soutenir aussi les populations de Coléoptères saprodiliques? L'industrie forestière va davantage s'intéresser aux arbres qui vont avoir une valeur commerciale ou des arbres un peu plus gros, mais on peut avoir tendance à laisser de côté les arbres de petite dimension. Mais ces arbres de petite dimension-là, est-ce qu'ils peuvent contribuer dans l'aspect refuge pour permettre aux insectes saprodiliques d'occuper le milieu? Alors, dans le fond, tout ce questionnement-là, c'est un peu pour essayer de maximiser là, les aspects de conservation et de prélèvement ou de rendement économique. Alors, comme je vous disais, on a utilisé un dispositif qu'on avait fait quelques années auparavant. Alors, ce dispositif-là nous permettait d'explorer 2 essences forestières, l'épinette noire, le pin gris, selon 3 sévérités de feu, léger, modéré ou sévère, et pour 4 classes de diamètre d'arbres. Alors, je ne sais pas si on voit bien là, en haut, mais on avait des diamètres de 8 à 12 cm, de 12 à 16, de 16 à 20 et de 20 à 24. Idéalement, notre dispositif initial prévoyait qu'on aille à des diamètres en bas de 8 cm. Alors, ce serait une information qui serait à aller compléter. Tout ça, ça nous donne 72 sites. Dans chacun de ces 72 sites, on a prélevé 5 arbres. Bien, sur ces 5 arbres-là, on a prélevé une bûche de 50 cm de haut à la hauteur du DHP, et ça nous donne 360 bûches. Ces bûches-là sont mises en élevage avec donc un petit tissu, un pot collecteur, sont
ils ont été gardés 3 ans comme ça dans un insectarium et on a récolté les insectes. Ils ont été identifiés. Alors, c'est 6741 coléoptères qui ont été récoltés à partir de ces 360 bouches-là. On a retrouvé là-dedans 58 espèces de coléoptères saproxyliques. Et là, encore là, on s'entend, ce n'est pas des pièges où les insectes circulent entre les arbres. C'est vraiment des arbres qui ont vraiment été colonisés par ces espèces-là. Une chose intéressante, plusieurs de ces espèces sont retrouvées dans les petites tiges. Alors, quelle est la valeur de ça pour la conservation? On a utilisé des algorithmes d'optimisation pour atteindre, dans le fond, pour viser des cibles de conservation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé 2 niveaux de conservation. Le premier, où on voulait trouver, dans le fond, les surfaces minimales où on pouvait avoir 58 espèces, toutes nos espèces là, de coléoptères saproxyliques qu'on a trouvées. Alors, 58 espèces, c'est le total qu'on avait eu tout à l'heure. Et un autre scénario, le scénario B, où là, on veut retrouver 31 espèces qui sont typiquement associées aux forêts brûlées. Il faut comprendre qu'au travers du dispositif au complet, on va retrouver des insectes qui peuvent être très abondants en forêt non brûlée, mais que ça a donné qu'on a trouvé aussi dans la forêt brûlée, mais en très petit nombre. Puis pour notre dispositif, ils deviennent des espèces rares, mais à l'échelle régionale, ils peuvent être très communs, ces insectes-là. Alors, si on les extrait, puis on garde juste les insectes associés au feu, ça nous donne 31 espèces. Fait que c'est 2 niveaux de conservation. Pour faire ces algorithmes d'optimisation-là, on a utilisé 2 scénarios pour procéder. Un où on va tenir compte du diamètre des arbres, c'est celui-là qui est en bas, et l'autre qui n'en tiendra pas compte. Le deuxième, dans le fond, va privilégier le fait d'aller chercher les sites avec des arbres de petite dimension en premier. Ce qu'on va faire au final, là, c'est qu'on va constituer des courbes d'accumulation d'espèces, parce que là, on travaille avec la richesse. On constitue des courbes d'accumulation d'espèces et on regarde comment contribuent les sites de petite taille. Alors, on prend un site de petite taille, il nous donne 30 espèces. On ajoute un deuxième site de petite taille, il en rajoute 5. Un autre site, il en rajoute quelques-uns. Oups, puis là, plus on rajoute de sites de petite taille, ça ne rajoute pas d'espèces. Alors, on va piger dans la catégorie des arbres qui sont plus grands. OK? C'est le principe un peu de fonctionnement de ces scénarios d'optimisation-là. J'ai 4 graphiques à vous présenter. Dans le fond, en haut, vous avez l'objectif de conservation A à gauche et à droite le B, qui sont cachés pour le moment. Et selon les scénarios d'optimisation, OAF, qui est sans tenir compte du diamètre des tiges, et OSF, qui va tenir compte du diamètre des tiges. Alors, je les cache pour qu'on y aille progressivement. Une chose qui est intéressante de voir, la courbe qui est en dessous, qui est assurée, c'est la courbe d'accumulation d'espèces si on prend les sites au hasard. Ça nous montre que pour avoir toutes nos espèces, on aurait eu besoin d'avoir 94% de nos sites pour accumuler toutes les espèces. Donc, pour faire la conservation de nos 58 espèces, il aurait fallu en conserver 94% de nos 72 sites. Si on regarde le scénario d'optimisation OAF, là, on réduit ce nombre de sites-là à 26% des sites. Dans 26% des sites, on va chercher nos 58 espèces d'insectes saproxyliques à conserver. Si on regarde le scénario OSF, là, ça nous prend 30% des sites. Je vous rappelle que là, on est allé se baser en utilisant les sites avec des tiges de plus petite dimension en premier. Ça nous prend un peu plus de sites, mais comme c'est des sites qui ont des diamètres d'arbres plus petits, on peut penser que peut-être la surface terrière utilisée va être moins grande. Malheureusement, on a la même surface terrière qui est utilisée dans les 2 cas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe qu'on ait des différences significatives entre notre scénario de petite tige ou de grande tige, c'est que avec 225, 230 décimètres cubes, ce qui représente quoi? 2,5 mètres carrés de surface terrière, répartis dans une vingtaine de sites, on conserve l'ensemble de nos espèces d'insectes saproxyliques. Ça, c'est quand même pas des grosses quantités en termes de sites et en termes de surface terrière. Lorsqu'on regarde le scénario où on va exclure les espèces rares, les espèces qui ne sont pas typiquement associées au feu, donc on regarde juste les typiquement associées au feu, et qu'on regarde encore là ces 2 scénarios-là,
OAF et OSF, là, avec 9% des sites, on voit que ces insectes-là sont vraiment plus représentatifs du feu. Ça prend beaucoup moins de sites là, pour les retrouver. Alors, 9% des 72 sites nous amènent à trouver toutes les espèces. Et dans le scénario où on privilégie les petites tiges, bien, ça prend 17% des sites à peu près pour avoir toutes les espèces. Alors ça nous montre, même si c'est le double de sites, bien quand même, on utilise davantage de sites avec des plus petites tiges. En termes de surface terrière, là, il y a des différences significatives. Ça nous montre, encore une fois, qu'avec 3/4 de mètres carrés en surface terrière, répartis dans une douzaine de sites à ce trou-là, on conserve l'ensemble des espèces qui sont typiquement associées au feu. Et en même temps, bien, c'est les espèces qui ont le rôle écologique dans ce milieu-là. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça se répartit en termes d'espèces, parce que je vous ai dit qu'on avait 2 espèces, qu'on avait des sévérités de feu. Alors, je présente ici le nombre de sites, okay? Et ici, c'est les espèces. Okay? Alors, les espèces hautes, le JPI, c'est le Jack Pine, c'est le pin gris, et l'épinette noire. Alors, on a utilisé davantage de sites qui comportaient du pin gris que d'épinette noire. En termes de diamètre, on constate que les petits sites étaient privilégiés, que ça a pris seulement un site de diamètre 3, ben, ça représente du 16-20, et le DB4, ça représente du 20-24. Ça a pris seulement 2 sites de cette nature-là pour qu'on aille chercher l'ensemble de nos espèces saproxyliques. Et un des résultats que je trouve les plus intéressants, c'est à propos de la sévérité du feu. Alors, encore une fois, comme d'autres études aussi, d'autres de nos études aussi l'ont montré, c'est que lorsqu'on a des feux de sévérité légère, c'est là que se retrouve la plus grande partie de la diversité des insectes saproxyliques. Dans les faits, ça a seulement pris quelques autres sites, un seul site avec une sévérité de feu sévère pour aller chercher le reste de nos espèces saproxyliques qui n'étaient pas inclus dans nos courbes d'accumulation d'espèces. Alors, ça nous montre que déjà l'industrie forestière aurait probablement avantage à exercer, en plus que l'industrie cherche à avoir des arbres qui n'ont pas de trous dedans, là, les fameux trous de verre, c'est un peu ce que vont faire ces insectes-là, a avantage à aller dans des sites où la sévérité de feu elle est élevée, plutôt que dans des sites où la sévérité de feu elle est faible, et ces sites-là peuvent davantage servir même à la conservation des espèces, parce que, elle est beaucoup moins intéressante pour l'industrie forestière, les billes de bois étant déclassées et tout ça. Et d'un autre côté, bien, on va maximiser l'aspect conservation davantage dans ces sites-là. Puis en plus, on peut le faire dans des sites de plus petites tiges. En résumé, pour conserver la richesse en coléoptères saproxyliques, on a besoin d'une faible surface terrière répartie dans peu de sites. Par contre, je veux quand même attirer votre attention que ce n'est pas en conservant un individu d'une espèce dans des si petites surfaces qu'on assure le maintien de la population. Là, ce que je vous dis, c'est que ça nous prend peu de surface pour maintenir l'espèce, de trouver un représentant de cette espèce-là. Mais il reste à établir des niveaux de population qui sont nécessaires à maintenir et qui vont être adaptés à ces surfaces-là. Mais juste en soi, de savoir que ça prend quelques mètres carrés et même moins pour retrouver les espèces associées aux brûlés récents, c'est déjà en soi une très bonne nouvelle. Ce n'est pas des espèces qui sont difficiles à retrouver et à avoir dans le milieu, là. Troisième aspect, concernant de caractériser les communautés d'insectes à travers une chronoséquence de 15 ans après feu en épinette noire. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes insectes qu'on va retrouver comme colonisateurs au tout début après feu, et ça va devenir différent après 15 ans. Mais c'est un travail qui n'a jamais été documenté. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à caractériser les communautés d'insectes saproxyliques le long de ce gradient-là, dans un contexte où on n'a que de la forêt qui n'a jamais été récoltée, il n'y a pas eu de récupération de fait dans ces endroits-là. En deuxième point, on est allé voir dans des sites côte à côte où il y a eu de la récupération. Est-ce que le fait d'avoir eu de la récupération amène des changements au niveau des communautés d'insectes le long de ce gradient-là?
On a fait ça avec des feux de 2010, 2009, 2007, 2005, 2003 et 1995, donc pour avoir un gradient on a fait ça en 2010, donc de 0 à 15 ans. Vous voyez que pour les feux de 2007 à 95, on a des sites qui n'ont pas été récoltés et adjacent à ça, des sites qui ont été récoltés. Alors vous avez l'exemple sur cette figure-là d'un feu de 2003 où on va avoir des parcelles qui sont récoltées et des parcelles qui ne sont pas récoltées. Ce qu'on va appeler résiduel là, pour les parcelles pas récoltées. En 2010 et en 2009, malheureusement, la récupération n'avait pas eu lieu et on n'a donc pas de comparaison avec le récupéré. Par contre, il y a 4 sites qui vont servir à décrire l'aspect naturel de l'évolution des communautés à travers ce gradient-là de 15 ans. Au total, ça nous donne 40 sites, comme je vous disais, puis lorsqu'on peut comparer un et l'autre, du moins être placés en paire, et on va avoir une distance minimum de 500 mètres entre nos sites pour couvrir l'ensemble du territoire. On a tenu compte, évidemment, de variables environnementales dans chacun de ces endroits-là, parce que vous imaginez bien que ces insectes qui sont dépendants du bois mort vont dépendre de la qualité des chicots qui sont présents sur place, de leur état de décomposition, et la même chose pour les débris ligneux qui sont au sol. J'entre pas plus loin dans les détails par rapport à la méthodologie autour de ça et des analyses, mais c'est quelque chose qui va venir faire en sorte que les changements de communauté, en général, ils arrivent tous à cause de changements dans la structure de l'habitat avec les débris ligneux, avec la matière ligneuse qui est présente. Alors, au niveau des résultats pour les sites non récoltés, on constate qu'il y a une baisse d'abondance de coléoptères saproxyliques en fonction du temps. Lorsqu'on est à l'année 0, c'est là qu'il y a vraiment la plus grande abondance de coléoptères saproxyliques. Déjà à l'année de 1 à 3, là, on a des niveaux d'abondance qui sont abaissés. Et après ça, par la suite, ça reste tout au même niveau statistique, là, où l'abondance elle-même est relativement assez faible. En tout, en passant dans ce projet-là, c'est 6149 coléoptères là, qui ont été identifiés, 84 espèces qui ont été documentées à travers ça. C'est la même chose pour la richesse en espèces. Alors, donc la quantité d'espèces, on constate qu'il y a une diminution de la quantité d'espèces en fonction du temps après feu. Elle est plus abondante tout de suite après le feu et ça va réduire progressivement. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste de savoir que le nombre d'espèces diminue, mais quelles sont ces espèces-là à l'intérieur de tout ça et comment ça varie. Alors, sans entrer dans les détails ici, parce qu'encore là, on manque de temps, je peux vous dire qu'on a détecté 4 assemblages de communautés différentes qui évoluent à travers cette chronoséquence-là de 15 ans. Donc, les types de coléoptères varient et ça, c'est en fonction de la qualité et de la quantité des débris ligneux qui sont présents dans le paysage. Maintenant, quel est l'impact de la coupe de récupération dans tout ça? Le seul différence significative qu'on a trouvé au niveau de l'abondance, je vous rappelle encore là qu'on commence à avoir des données avec la récupération à partir de 3 ans là, après feu. Alors, le seul résultat significatif qu'on a, c'est au niveau de l'abondance, où là, on a une chute d'abondance dans le milieu récupéré par rapport au milieu résiduel. On va retrouver globalement moins de coléoptères saproxyliques. Ça se situe principalement au niveau des scolites, et au niveau d'un autre insecte, un cérambycidé, un longicorne, qui s'appelle Aropalus foveicolis. C'est intéressant par rapport à cette espèce-là parce que c'est une espèce que, même en milieu fraîchement brûlé, ou peu importe le moment, c'est un insecte qui va coloniser l'arbre dans les 30 premiers centimètres de la souche et même les racines basses au niveau du sol. Après qu'on a fait une récupération, cet habitat-là, il est encore présent. Il y a encore une souche, il y a encore des systèmes racinaires exposés. Pourtant, on n'a pas trouvé d'Aropalus dans l'habitat récupéré. Ça, c'est un peu curieux. Le dernier graphique que je vous présente, c'est un graphique, c'est une analyse, dans le fond, en coordonnées principales, où on va examiner comment s'agencent un peu les communautés, les différences entre les communautés d'insectes pour les différents âges de feu. Bon, ça peut avoir l'air un petit peu rébarbatif, ces polygones-là. Dans le fond, je vous ai dit qu'il y avait 4 sites. Alors, les 4 sites, si vous prenez récupéré 2007, ça se trouve être les 4 coins du polygone. Plus ces sites-là sont séparés, plus la surface du polygone va être grande. Plus ça nous indique que ce n'est pas très homogène entre les sites
du récupéré 2007. OK? Plus la distance entre le résiduel 2007 et le récupéré 2007, donc récupéré ou non récupéré, va être grande, bien, plus on a des communautés qui sont séparées en termes d'entomophones entre ces deux milieux-là. Alors là, ce qu'on constate, c'est que le récupéré est un peu moins homogène que le résiduel, mais globalement, ils sont quand même assez proches l'un de l'autre. Avec des feux de 2005, là, on constate encore une fois le non récupéré semble plus homogène entre les 4 sites, ce qui n'est pas le cas de la section récupérée, puis qu'il y a une distanciation entre les groupes d'insectes de ces milieux-là en 2005, puis résiduel et récupéré. Encore une fois, ça s'accentue avec des feux de 2003. Moins d'homogénéité encore au niveau du récupéré par rapport au résiduel. Mais curieusement, après 7 ans, je ne sais pas à quelle année que c'est entre 7 ans et 15 ans, il y a un gap entre les deux, il y a un espace. Là, on s'aperçoit que les 4 sites inventoriés, que ce soit dans le récupéré ou dans le résiduel, comportent à peu près la même homogénéité au niveau de leur différence entre les sites, et qu'en plus, c'est les mêmes groupes d'insectes à peu près qui sont considérés parce que les deux polygones vont se recouper très bien. Alors, on constate, je l'ai dit tantôt, que la récupération amène une diminution de l'abondance 3 ans après feu. Ça, c'était un des éléments. Puis la récupération déroge, dans le fond, l'évolution des communautés dans leur composition naturelle pendant au moins 7 ans, le fait de faire de la récupération. Mais qu'après ça, ça redevient similaire. Il faut voir qu'après 7 ans, puis rendu à 15 ans, presque tous les débris ligneux sont rendus au sol et quand même passablement avancés dans leur état de décomposition. Fait que là, qu'on soit dans une forêt récupérée ou pas récupérée, c'est à peu près le même type de communauté d'insectes qui vont aller toucher ces arbres avec un degré d'avancement de putréfaction, si on veut, de décomposition des débris ligneux quand même assez avancé. Je voudrais remercier évidemment un certain nombre de personnes qui ont travaillé à ces inventaires-là, qui ont fait un travail clérical à identifier les insectes. Le Fonds de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Fonds de recherche Nature Québec également pour les technologies du Québec pour le financement dans tout ça. Le laboratoire Écodif et le consortium IFAR pour tout le soutien à travers ce projet. La logistique vraiment du côté d'Arbec pour les travaux sur le terrain. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez des questions.